Je vous retrouve avec ma meilleure tasse d'automne pour vous parler de mes lectures de septembre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois de septembre a été extrêmement chargé niveau lecture pour ma part. J'ai commencé mon nouveau travail donc à la Mare au Diable à Dunkerque. Je ne suis qu'en 24 heures pour commencer et c'est vrai que 24 heures comparé à un 35 heures toute l'année, et ben ça vous laisse pas mal de temps libre. Je me rends compte qu'en fait je me lève tous les matins pour pouvoir lire tranquillement tout ça et j'aime beaucoup ma routine. En plus de ça, j'ai un trajet de train, donc aller et retour qui est d'à peu près 30 à 40 minutes, ce qui fait que je lis pendant le train et ça me permet d'avancer sur pas mal de lectures. Donc aujourd'hui je reviens avec 5 lectures du mois de septembre. J'ai dû faire des choix. J'ai dû faire des choix, donc j'ai choisi 5 romans. Mais j'ai également lu des albums, des BD, j'ai pas lu de manga. En ce moment je m'éloigne du monde du manga de plus en plus. Parce que la productivité, sortir un tome tous les je ne sais pas combien, moi c'est pas possible. Je veux pas suivre le rythme. Donc je reviens avec quelques romans. On va commencer avec un de mes plus gros coups de cœur de ce mois-ci et de même cette année. Il s'agit de Fable de Adrienne Yon dans les éditions Rajo. Alors moi j'ai la version du coup hardback que j'avais eu du coup en SP par ma repris qui s'appelle d'ailleurs Charlotte également. Et donc elle savait que ça allait me plaire et clairement ça m'a complètement séduite. Alors on suit Fable qui vit depuis des années sur une île parce qu'elle s'est fait abandonner par son père lorsqu'elle était plus jeune. Et en fait son objectif c'est de partir de cette île. Sauf que le seul moyen de partir de l'île c'est forcément prendre un navire. Sauf que prendre un navire c'est devoir payer quelque chose et elle n'a rien. Sauf que Fable elle a une particularité. Elle a un domaine de prédilection, on va dire. C'est que elle va dans les récifs coralliens pour trouver des gemmes et elle arrive à sentir ces gemmes, à sentir si c'est une vraie gemme ou pas, à sentir quelle gemme c'est. Et du coup, elle peut repérer très rapidement dans les récifs coralliens les gemmes. Elle les remonte à la surface, elle va les vendre et elle va se faire de l'argent comme ça. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien qu'un jour, quelqu'un va lui dire oui. Un navire va lui dire oui, tu peux venir avec nous pour aller à tel endroit. Et donc elle va partir de son coco, de son lieu d'enfance pour tout simplement s'aventurer sur les mers. C'est un récit donc en 2 tomes, c'est une duologie qui avait été publiée il y a très longtemps je pense en version originale et qui arrive enfin en français chez nous. Donc Rajo, bravo pour avoir pris ce tome-ci parce que enfin franchement je trouve que c'est une magnifique histoire. Je les avais en e-book en anglais, sauf que j'ai jamais le temps de lire de l'anglais parce que concentration plus, donc ça prend plus de temps et je suis un petit peu du genre à vouloir manger mes lectures parce que j'en ai beaucoup à faire et bah, c'est le métier de libraire donc t'as jamais le temps vraiment de te poser et de dire bah attends je vais lire un livre en anglais. C'est ce que je ferai pendant mes vacances quand j'en aurai. Mais pour l'instant voilà, je lis en français. Ce roman-ci, clairement, c'est un gros coup de cœur parce que j'ai adoré l'héroïne principale qui est Fable. C'est vraiment le genre d'héroïne qu'on voit passer dans plusieurs romans mais qui me séduit toujours. Une fille qui a du caractère, qui a un passé dont elle veut pas trop en parler, du coup t'apprends des petites choses à droite à gauche. Des fois t'as des petites révélations que t'avais pas vu venir, des fois t'avais vu venir et bon ça te surprend moins. Mais dans tous les cas, globalement, c'est un très très bon récit avec une fin qui me dit est-ce que Charlotte tu vas lire en anglais le 2e tome parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il sort le 2e tome, mais pas maintenant je pense. Mais franchement, si vous aimez bien les récits young adultes avec de la piraterie, avec un côté sur un navire en mer avec une héroïne badass,
avec tout un équipage aussi parce qu'elle va aller dans un bateau. Et donc on va suivre son trajet et elle sera avec cet équipage là qui ont tous des caractères différents mais qui sont tous attachants à leur manière. Et du coup bah tu t'aimes beaucoup cet équipage global qui est en train de se former avec Fable et t'as pas envie qu'elle arrive à une ville pour pouvoir les quitter parce que t'es là en mode mais vous allez trop bien ensemble, pourquoi? Et voilà, et je trouve que dans ce premier tome il y a beaucoup de choses qui se passent, elle va voir beaucoup de lieux différents. On va avoir plusieurs révélations et tout, enfin c'est super dynamique, on s'ennuie absolument pas. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai carrément mangé en 2 jours parce que je l'ai beaucoup trop aimé. Donc je suis très contente de l'avoir mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que enfin, j'ai pu le lire très rapidement et c'est un gros coup de cœur. On va partir sur quelque chose de totalement différent. J'ai lu le 2e tome de Inheritance Game, donc de Jennifer Lynn Barnes chez Pocket Jeunesse. Alors, j'ai lu ce livre en SP, donc en service presse. Je l'ai eu 2 jours avant sa sortie. Je l'ai lu en 2 jours. Pour éviter de spoiler, je vais vous résumer le premier tome et vous donner quand même mon avis sur ce 2e. Donc dans le premier tome, on rencontre Avery qui est une jeune fille qui vit chez sa demi-sœur parce que son père, elle ne l'a pas vue depuis des années et il s'en fout, il s'en carre le champignon d'elle. Et sa mère est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle vit une vie pas très glorieuse où voilà, elle doit faire des petits boulots, où elle doit aller à l'école. Enfin vraiment c'est vraiment un milieu très dangereux pour elle et pas du tout sain. Et en fait du jour au lendemain elle va hériter d'une des plus grandes fortunes des États-Unis, donc de Tobias Hemsworth. Ouais c'est ça, Hemsworth, qui est le grand-père d'une famille avec genre je crois 2 enfants, 4 petits-enfants, enfin voilà, ils sont quand même fournis, mais c'est elle qui reçoit toute la fortune à une seule condition: si elle reste vivre 1 an dans le manoir de la famille. Et donc Avery au départ elle est un peu sceptique mais elle décide d'accepter et en fait ben elle va littéralement aller dans une maison avec plein d'autres personnes qui ont été reniées par le grand-père et on ne sait pas pourquoi parce que le grand-père était très énigmatique, il a laissé des énigmes partout. Et donc elle se retrouve dans cette maison où personne ne l'aime. Et c'est un climat hyper bizarre et en fait il y a ce côté enquête qui va s'ajouter. Parce que comme je vous ai dit, le grand-père, Tobias, aimait bien les énigmes et en fait il va laisser une énigme à Avery et à ses petits-enfants pour leur expliquer pourquoi Avery en fait a été choisi par rapport à eux. Et donc voilà, dans le premier tome, ils vont essayer de découvrir pourquoi, machin, truc. À la fin du premier tome, clairement on reste pas sur notre faim, mais on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer pour la suite parce qu'on a une très grosse révélation. Et donc on commence ce 2e tome qui est pour moi dans un climat un petit peu différent. On est sur des personnages qui sont beaucoup plus matures, qui vont pas forcément, comment dire, prendre des décisions sans réfléchir. Enfin, je trouve que ce 2e tome est beaucoup plus mature que le premier. Moi le premier je l'avais beaucoup aimé, ça avait été un coup de cœur mais je m'étais dit ouais c'est quand même pour un public adolescent avec qui aime bien la romance, qui aime bien les petites enquêtes, tout ça. Et en fait je trouve que dans ce 2e tome on n'est plus du tout dans la même ambiance, on est vraiment dans cette ambiance enquête à 100%, révélation, ah moi je pensais ça, et puis ils vont suivre cette piste, bah non c'est pas ça, hop ils vont revenir sur leur pas, enfin... Et ce côté romance est beaucoup moins présent, ce qui clairement me fait plus que plaisir, puisque je ne suis pas une grosse adepte de la romance. Je trouve aussi que l'enquête prend un tournant que je ne pensais pas qu'elle prendrait, parce que là vraiment on s'attaque à on va dire la famille vraiment, ce qui compose la famille en fait. Je veux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler ou alors vous allez deviner, mais là vraiment on est concentré sur cette famille Hemsworth, je sais pas comment on le dit, sur cette famille très riche qui a pas mal de secrets et on va un peu décortiquer chaque secret un par un. Donc voilà, ce 2e tome, toujours rebondissement, révélation, suspense. J'attends avec impatience
le 3e tome. Je ne sais pas du tout s'il a déjà été écrit en VO, mais je sais qu'il va pas arriver tout de suite en VF, mais j'ai trop hâte. C'était vraiment une très bonne lecture et là ce 2e tome il se termine plus tranquillement que le premier. Je veux dire, ça me dérange pas d'attendre le 3e alors que à la fin du 1 j'étais un peu oh il me faut le 2e, est-ce que je l'achète en VO ou est-ce que je peux attendre tout ça. Au final je l'ai mis à la trappe parce que j'avais d'autres lectures et puis j'ai attendu la version VF mais là je me dis bon ça me dérange pas d'attendre un an. Voilà. On va ensuite parler d'un livre que je n'ai pas sous la main parce que je l'avais emprunté en fait à la librairie où je suis. Il s'agit de Plein Gris de Marion Brunet dans les éditions Pocket Jeunesse, une nouvelle fois. Alors, Marion Brunet, j'avais déjà lu Sans foi ni loi, enfin j'avais écouté Sans foi ni loi en audio que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et on me vend Marion Brunet comme une autrice vraiment très cool qui fait des très bons récits. Et du coup quand j'ai vu Plein Gris dans les rayons de ma librairie, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé le roman, donc on est sur une histoire d'un groupe d'adolescents. Alors je sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont 5. Donc le premier chapitre clairement c'est ce groupe d'adolescents qui est sur un navire en pleine mer et qui retrouve un de leurs potes mort. Voilà. Et ce premier chapitre clairement perd le lecteur dès le début, mais ça nous donne envie d'en savoir plus parce qu'on se dit oula, attends, comment ils sont arrivés sur le navire, qui ils sont, parce que tu les connais pas, tu sais pas leur lien d'amitié, qui est cette personne qui est décédée, comment elle est décédée, comment ils vont faire, enfin voilà. Et en fait, au fil du roman, tu as des flashbacks qui un peu t'expliquent les relations entre les personnages, entre ce groupe du coup d'amis qui se connaissent du lycée je crois qu'ils sont au lycée. Tu sais comment ils ont fait pour atterrir sur ce navire en pleine mer, quel était leur plan, comment la personne est décédée, enfin vraiment tu apprends tout en un très court roman, enfin je crois qu'il doit être autour de 200 pages, même pas, je sais plus trop, je sais qu'il était assez court visuellement. Et donc je peux pas trop vous en dire parce que si je vous dis un détail sur un personnage, vous allez perdre cette petite magie de rentrer dans le roman et de ne rien savoir. Moi c'est vrai qu'au départ j'étais sceptique parce que je me suis dit ouais enfin ça m'énerve un peu les retours en arrière, les flashbacks, moi je m'y perds temporellement, je comprends pas forcément et puis ça me frustre aussi parce que je me dis j'ai pas toutes les réponses à mes questions dès le départ. Mais c'est ce que l'autrice veut bien évidemment. Nous faire ressentir forcément avec ce premier chapitre où on a cette situation de base. Au final, à la fin de ma lecture, j'ai beaucoup aimé ce livre. Certes, ça m'a frustrée, certes, certaines scènes, je trouve, n'étaient pas forcément nécessaires à l'écriture et ça ne m'a pas apporté des éléments de réponse par rapport aux questions que je me posais vis-à-vis de cette scène initiale. Mais j'ai trouvé que Marion Brunet arrivait à nous donner genre les petits indices comme ça, nous lâcher nos petits indices comme ça. De mes souvenirs, je crois que la fin du roman se termine aussi de manière un petit peu énigmatique et j'ai bien aimé. Bizarrement, d'habitude je n'aime pas qu'on n'ait pas toutes les réponses, qu'on n'ait pas tous les éléments, tout ça. Et au final, j'ai bien aimé cette fin de roman parce que ça allait avec l'ambiance générale que Marion Brunet voulait mettre en scène. Donc voilà, j'étais agréablement bien surprise par cette autrice et je pense que je vais lire d'autres livres parce que ça fait 2 livres et j'ai beaucoup aimé les 2 livres qui n'étaient pas du tout pareils l'un et l'autre. Donc voilà, Plein Gris si vous voulez lire une petite lecture un peu angoissante, surtout pour le mois d'octobre avec Halloween qui arrive, n'hésitez pas parce que vraiment c'est parfait pour ce mois d'octobre. D'abord je vais vous présenter une petite déception et après je vous présenterai mon dernier coup de cœur du mois. Alors quand j'étais à la librairie Combo, quand j'ai travaillé l'année dernière chez eux, ma collègue m'a parlé de Stéphane Servan qui est un auteur français qui a fait plusieurs livres.
à tort et à travers. Vraiment, elle m'en a parlé. C'est un de ses auteurs préférés. Elle a beaucoup aimé pas mal de ses romans. Et du coup, quand j'étais à la bibliothèque de ma ville, j'ai voulu prendre un Stéphane Servan. J'ai pris Sirius. Sirius, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Avril et de son frère Kid qu'on retrouve en fait dans une cabane dès le début du roman et qui sont en train de survivre dans un monde post-apocalyptique où il y a quelque chose qui a fait que la plupart de la population a disparu, où les animaux ont disparu, enfin toute la vie a disparu, et donc eux deux ils sont dans une cabane et ils essayent de survivre, tout simplement. Et au fil du roman en fait, Avril a fait une promesse à Kid en disant bah voilà, nos parents qui sont sur la photo qu'elle avait, voilà, sont en présence d'un chien qui s'appelle Sirius, qui est tout noir, et elle lui a dit quand Sirius viendra nous chercher, ça voudra dire qu'on peut aller à la montagne pour retrouver nos parents. Voilà. Un jour, il y a un animal qui arrive et Kid est persuadé que c'est Sirius. Parce qu'il a la même tache, je crois que c'est au niveau du front, ils ont une petite tache, il est tout noir avec une petite tache. Et du coup il se dit il faut qu'on parte à la montagne et tout. Et Avril se retrouve un peu obligée par Kid, mais par les événements aussi autour qui se passent, de partir à la montagne, retrouver ses parents dans un chalet en fait qu'ils avaient, parce que bah voilà, elle n'a pas d'autre choix. Et donc on est sur une... Bon, j'allais dire une belle bricasse, pas forcément, mais sur un bon récit post-apocalyptique avec un côté un petit peu écologique, avec des réflexions sur ce que l'humanité aurait pu faire, ce que on aurait pu faire dans notre vie quotidienne et ce qu'eux peuvent faire. Alors, ça a été une mi-déception, c'était pas une déception entière, parce que je pense que j'en attendais beaucoup trop, et je pense que j'aurais dû demander à ma collègue lesquels je devais lire en priorité, parce que une fois que j'ai donné mon avis sur Instagram, elle m'a dit mais non mais il faut que tu lises ce roman et ce roman de cet auteur là. Donc je pense que j'ai pas forcément commencé par celui qui lui faisait battre son cœur, et donc voilà. J'aime bien le post-apocalyptique, je trouve que c'est un genre que je lis pas forcément souvent, et bah là j'ai trouvé en fait globalement que c'était un petit peu long. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé que Stéphane Servan avait vraiment une très belle plume, que ce soit pour décrire, que ce soit pour amener un petit peu de suspense ou d'angoisse dans le récit, amener du mystère aussi, parce que il y a pas mal de questions qu'on se pose au début qui sont répondues tout au fil du roman, mais petit bout par petit bout, voilà. Mais j'ai trouvé en soi, alors j'ai pas trop accroché en fait au personnage de Kid, qui est un jeune garçon qui est né je crois au tout début de la pandémie, et en fait Avril lui apprend à parler, à lire, tout ça, et il a du mal à parler et à lire, et en fait il y a tout un côté un peu poétique qui est derrière ce personnage là. J'en dis pas trop parce que si vous avez l'occasion de le lire vous allez comprendre. Il y a il y a tout un côté on va dire poétique, un petit peu pas réaliste du tout, et j'ai pas trop accroché à ce côté pas réaliste. Je saurais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, donc j'essaye de faire très attention aux mots que j'utilise. J'ai bien aimé aussi ce long voyage pour aller à un point A à un point B, parce qu'il se passe pas mal de choses entre les deux, mais voilà. Je reste dubitative en fait face à ce livre. Je suis contente de l'avoir lu parce que j'avais envie de découvrir du Stéphane Servan. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû commencer par celui-ci et peut-être commencer par un autre roman avant de m'attaquer sur celui-ci, parce que j'ai mis trop d'espoir en lui. En soi il est pas mauvais, je le recommanderais à des personnes qui veulent chercher du post-apocalyptique, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très bien, mais il ne m'a pas séduite.
mes goûts personnels de toute façon. Les goûts et les couleurs, on n'a pas besoin d'en discuter, mais moi voilà, il n'a pas conquis mon cœur. Et on termine cette vidéo qui va être sûrement beaucoup trop longue parce que je parle trop, avec un de mes plus gros coups de cœur pour cette fin d'année. Il s'agit de Les Aventures de Myrtle Jones, donc de Rob Biddulph, dans l'édition Bayard Jeunesse, et c'est une épreuve qui va sortir le 26 octobre, non, si, 26 octobre, je me suis fait un coup de pression à moi-même là. Donc là, on suit Myrtille, qui a un père qui est parti lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Voilà, il a claqué la porte un jour, il a laissé un petit mot, puis il est parti. Et du coup, elle vit avec sa mère qui travaille énormément, son grand frère qui ne communique absolument pas avec elle parce que c'est un jeune adolescent qui se renferme sur lui-même, et sa petite sœur qui est... qui a appris à parler très vite, qui a appris à marcher très vite, qui a un sens de déduction, enfin voilà, elle est un peu surdouée. Et eh bien, elle va par hasard retrouver dans ses affaires un crayon. Un crayon qui va donner vie à ce qu'elle dessine. C'est-à-dire qu'elle va dessiner une pomme et la pomme va tout simplement sortir du dessin et devenir réelle. Et donc... grâce à ce stylo, elle va tout simplement dessiner une porte pour aller dans un monde imaginaire où la créativité est de mise et où elle pense que son père a disparu. Parce que pour elle, il n'est pas du tout parti par envie, il est parti parce qu'il devait partir, parce qu'il y avait un danger. Et donc, elle part dans cette ville aux côtés de sa sœur et aux côtés d'un ami qu'elle s'est fait dans cette nouvelle école qu'elle n'aime pas du tout. Et ils vont ensemble essayer de retrouver le père de Myrtille et de comprendre aussi quel est ce monde, comment il fonctionne, pourquoi tout est en noir et blanc, enfin voilà, pas mal de questions. C'est un livre qui est à moitié illustré. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé le travail éditorial qu'il y a derrière cette parution. Je trouve que les dessins à droite à gauche sont vraiment agréables, ça met un peu plus de rythme. Je l'ai lu hyper rapidement, c'est fluide, tu t'attaches au personnage de Myrtille, t'as envie de savoir où son père a débarqué, tu rentres dans un univers complètement imagé mais qui a du sens et qui tient la route. Enfin vraiment, il y a tout ce qui peut te séduire dans un roman là-dedans. Alors là c'est pour les plus jeunes, c'est pas pour les jeunes adultes comme je vous ai présenté un peu plus tôt, mais ça reste un très très bon roman et je pense que ça va être un de mes coups de cœur de fin d'année que je vais recommander à foison parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de le découvrir du coup le 26 octobre, n'hésitez pas, foncez parce que... je vous jure, je l'ai terminé et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur en lecture pour les un peu plus jeunes, parce que d'habitude j'ai plus tendance à lire du jeune adulte, enfin du young adulte, du ado, jeune adulte, et c'est vrai que quand je vais sur une tranche d'âge qui est un peu plus basse, j'ai du mal à trouver des coups de cœur. J'en lis, j'aime bien et ça me répugne pas, mais les coups de cœur sont durs à trouver pour moi, et alors là je l'aime beaucoup trop. Je trouve que c'est un très très bon récit. Alors si vous pouviez soutenir Bayard Jeunesse pour ce livre-ci, et je vous encourage grandement à aller rien que le feuilleter en librairie parce qu'il vaut le coup d'œil, et l'acheter si le résumé vous donne envie, si je vous ai donné envie, parce que il est trop bien, je l'aime beaucoup. On a terminé du coup avec mes quelques lectures du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait longtemps que j'avais pas filmé. La dernière vidéo c'était le Pumpkin Autumn Challenge, mais du coup c'était pas forcément un point lecture parce que je n'ai pas discuté des livres que je présentais, je les présentais un par un en vitesse. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!